d'échéances majeures, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs. Au programme du SEGO 2021, expositions, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22 ou sur www.sego.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. B-News One, le tam-tam du continent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la cité, bonjour la nation, bonjour la République, bonjour l'Afrique, bienvenue sur B-News One, le tam-tam du continent pour cette troisième sortie de votre programme Les Influenceurs. Comme tous les jours de lundi à vendredi entre 10h et 12h, les grands chroniqueurs sont là pour poser leur regard sur l'actualité au Cameroun et surtout sur des sujets d'intérêt général. Je les reçois, Ahmed Mbala, bonjour. Bonjour JSK, bonjour à l'international François, l'époustouflante Audrey qui est sur son téléphone, bonjour. Bonjour aux natifs de Monatélé, très beau ce matin. Bonjour aux millions de téléspectateurs de B-News, le tam-tam du continent. Merci d'être avec nous dans le cadre des influenceurs. Merci de nous retrouver, tout souriant comme d'habitude, Ahmed Mbala, le sultan Ahmed Mbala. Et François Besseux n'est pas du reste, il est là. François, bonjour, bienvenue. Bonjour JSK, bonjour au sultan à qui je renouvelle mon allégeance. Et je dis bonjour en passant à Ambroise Awanon, le digne fils de Monatélé. Et j'achève ma course chez Audrey de Botmakak, l'époustouflante Audrey de Botmakak. Une fois que je l'ai dit, je redis encore un bonjour particulier de la part des girafes, de la part des zèbres, de la part de tous les animaux qui ont une texture particulière. Les tortues aussi? Oui, une texture, une peinture particulière, voilà. Parce que vous savez, Dieu c'est un artiste et cet art-là se révèle dans sa création et on peut donc, à partir des créatures qu'il a créées, apercevoir ou alors avoir une idée de tout ce que peut représenter l'immense talent. J'aime quand vous le dites ainsi, François. Oui. Dieu, c'est un artiste. Oui, ça me rappelle les paysages des Mandara, des paysages de l'extrême nord, de l'ouest Cameroun. Vous voyez, quand vous survolez ces paysages par hélicoptère, vous vous rendez compte véritablement que Dieu est un artiste. Donc c'est très beau. Et alors, ce matin, je voudrais vous dire que c'est un privilège d'être né en Afrique. Et particulièrement, c'est un privilège d'être né au Cameroun. Mais ce n'est pas tout que d'être né au Cameroun. Ce n'est pas tout que d'avoir une carte nationale d'identité. Être camerounais est un processus. C'est tout un processus. Vous avez commencé par naître sur le sol du Cameroun, de l'Afrique en miniature. Vous devez devenir Camerounais. Et on ne devient Camerounais ou Africain que quand on a le sentiment de la communauté. Vous devez composer avec les autres. Vous devez savoir que la vie n'a de sens en Afrique que si la communauté est épanouie. Il n'y a donc pas de bonheur à être tout seul. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonheur tout seul. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui particulièrement à revoir un peu votre parcours. Est-ce que vous partagez avec les autres le peu que vous avez? Si vous ne le faites pas, alors vous n'êtes pas encore Camerounais, vous n'êtes pas encore Africain. Et si vous confisquez la totalité de ce que vous avez ou de ce qui est commun, alors là, c'est grave. Vous n'êtes pas du tout de chez nous, vous êtes de chez les autres. Le sermon de François Besseux.
Ça, c'est comme ça que j'intitule cela. Merci beaucoup, François. Merci, JSK. Marquez là votre présence. Ambroise, Awono, merci d'être là aussi. Merci de nous accueillir. Bonjour à François, le digne fils des Ceux. Je vais saluer l'époustouflante au gré pomme, la fille de pomme d'Union Ekele. Je salue l'homme de Massangam, dans le Noun. Et JSK, je te salue également. Et merci. Je te dis merci de nous accueillir. On espère que nous serons à la hauteur de cette troisième sortie de la semaine de notre émission des influenceurs. Audrey Ngopom, fille de pomme, est en place également, tout de jaune vêtu. Audrey, bonjour. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à tout le panel, un bonjour particulier à Ahmed qui lui aussi est en train de manipuler son téléphone. Bonjour à tous ceux qui nous font l'amitié de nous découvrir aujourd'hui. C'est dans votre émission Les Influenceurs, c'est de 10h à 12h sur News One. Moi, je vais encore dire bonjour, Audrey. C'est pas une obligation en passant, JSK. Audrey, bonjour Audrey. Non. Alors, vous avez donc remarqué qu'Audrey me refuse son bonjour. Bien sûr. Madame, messieurs, le décor est planté. À toutes les populations de Bambi. De Bambi. Non, je et tout ce dis que je représente. à toutes les populations et, de Bambi. et tout ce que je représente. Non, là, je refuse votre bonjour, population de Bambi. Oui, mais je vous ai pas salué. Vous avez rejeté un fils de Bambi en Mondovision. Alors, vous avez rejeté les Bambi. Donc, heureusement que votre ministre prétendant n'est pas de Bambi. Merci de nous rejoindre tous. Le décor est planté et l'émission va commencer. On va ouvrir dans un instant la première partie de ce programme. C'est les cartons du jour, vous le savez. Les chroniqueurs, les grands chroniqueurs, comme je les appelle, disposent de 3 cartons et ils vont nous les présenter, chacun pour soit sanctionner favorablement ou défavorablement une action publique ou un acteur public. Dans un instant. Eh bien, merci. Si vous prenez donc le train en marche, vous êtes bel et bien sur BNews One, le tam-tam du continent, et vous suivez les influenceurs, rendus à sa toute première rubrique du jour, les cartons du jour. On commence par Audrey Ngopom, votre carton. Mon carton ce matin, il est rouge, il est adressé à certaines microfinances qui savent qu'elles ne feront pas long feu et qui prennent quand même la peine d'introduire ou alors de prendre l'argent de certains Camerounais. Et pour bien mener leur jeu, parfois ce sont des drapeaux qu'elles affichent, qu'elles brandissent devant leurs édifices, soit du Cameroun, des États-Unis, de la Suisse et tout, pour faire établissement sérieux. Par contre, alors qu'il ne s'agit pas de ça, je brandis donc mon carton rouge à ces microfinances qui ferment sans restituer l'argent de toutes ces personnes qui parfois ont épargné ou qui ont épargné. Et pour moi, c'est de la malhonnêteté. Quand on tombe en faillite, ayez quand même l'amabilité de restituer l'argent de ces pauvres Camerounais qui, ma foi, vous ont fait confiance. Donc, carton rouge à ces microfinances-là. Merci beaucoup, Audrey Ngopom, pour votre carton rouge adressé aux microfinances qui ferment porte et gardent avec eux les épargnes de nombreux Camerounais. En Bois-Awono, c'est un phénomène qui est récurrent au Cameroun, il faut le dire. Bon, ça faisait quand même un bon bout qu'on avait pu entendre parler de ce genre de phénomène. Ça date de très longtemps. Mais je me souviens, il y a quelques mois, devant une microfinance, alors qu'un monsieur devait récupérer son argent autour d'une... il y a une fête qui était en perspective et il voulait donc prendre un peu d'argent dans son compte et il a trouvé un numéro de téléphone affiché désespérément là, le regardant. Et lorsqu'il appelle le numéro, il ne passe pas. Moi, je pense que c'est désagréable. Vous pouvez imaginer la gêne d'une personne qui a misé l'économie de toute une vie, de son dur labeur. Il est allé déposer, il a fait confiance à une microfinance. Et cette microfinance
du jour au lendemain, décide de fermer les portes. Moi, je pense que l'État du Cameroun doit vraiment sévir. Je pense que même la COBAC doit être interpellée, puisque c'est la COBAC qui délivre des agréments aux ces microfinances-là pour que celles-ci puissent s'exercer. Il est inadmissible que quelqu'un vienne déposer son argent qu'il a travaillé, travaillé dur, ses économies, ils viennent déposer dans votre banque. Au mépris, vous décidez de partir avec son argent sans même lui dire. Et lorsqu'il vient pour réclamer, pour récupérer cet argent, il n'a que ses yeux pour pleurer. Je partage entièrement le carton rouge d'Ogré et dire au ministre des Finances, parce que lui également, je ne sais pas s'il n'a pas une part de responsabilité, mais je pense que c'est au ministère des Finances qu'on dépose les dossiers pour l'ouverture d'une société de microfinance et le ministère des Finances envoie à la COBAC pour que l'agrément soit délivré. Je pense qu'on doit d'abord enquêter, il faut avoir ce qu'on appelle l'enquête de moralité pour tous ceux qui viennent vouloir ouvrir une société de microfinance. Il faut vraiment cette enquête de moralité, comme je le dis, pour que les uns et les autres, pour que les Camerounais qui souffrent déjà dans leur chair avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer, lorsque celui-là va déposer son argent quelque part, cet argent ne lui est pas rendu. Je pense qu'on doit vraiment frapper la main sur la table de GSK. Merci beaucoup, Ambroise Aono. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que les entreprises se portent bien dans un pays, c'est bien l'État. C'est l'État. C'est l'État du Cameroun. Donc, quand l'État donne une licence de fonctionnement, je pense que cet État-là aussi devrait contribuer à ce que cette entreprise se porte bien, ou se porte davantage mieux. Vous connaissez l'histoire d'une chaîne de télévision qui se retrouve privée l'espace de diffusion sur un canal, alors que justement l'État du Cameroun pouvait, avec tous les moyens qui sont les siens, s'interposer, prendre position avec beaucoup de virulence pour que cette chaîne puisse jouir de ses droits. Donc, c'est ainsi donc le Cameroun, parfois, on accuse ces microfinances, ces entreprises, pourtant elles ont simplement eu des difficultés réelles face auxquelles elles n'ont pas pu survivre. Vous savez, je m'amusais souvent à faire une réflexion. C'est-à-dire que quand j'étais encore étudiant et que j'étais vraiment dans la galère, je passais le temps à aller lire la Bible. Et je ne comprenais pas dans la Bible comment est-ce qu'il pouvait être écrit que Dieu a parcouru la terre et il cherchait une personne et il n'en trouve pas. Une seule personne. Une personne juste. Une seule personne juste et il n'en trouve pas. Et je me disais, mais 7 milliards d'êtres humains, mais c'est pas croyable. Aucun juste. Aucun juste. Est-ce qu'il a même bien cherché? Est-ce qu'il a même bien cherché? Et hier, il y a un ambassadeur junior dans notre programme du Parlement junior, oui, qui m'a appris une petite leçon. C'est qu'en réalité, il y a 3 catégories de personnes dans un État. C'est-à-dire qu'il y a la première catégorie, c'est les idiots, et pas en termes d'injures, hein, je vais vous expliquer plus tard. Il y a les membres de la tribu et il y a les citoyens. Et il expliquait qu'en Afrique, il y a 90% d'idiots et de membres de la tribu et seulement 10% de citoyens. Et quand il est allé en profondeur, il a expliqué en fait que les idiots, en réalité, c'était des gens que s'ils vont à l'école, ils vont tricher. S'il est en train de manger une banane, il va jeter les ordures comme ça. En fait, c'est des gens qui s'en foutent de tout. Donc, et c'est pour ça que les Grecs affectionnaient ce terme. Ce n'était pas pour insulter les gens, mais c'était pour dire qu'il y a une catégorie de personnes, c'est-à-dire que qui s'en fout éperdument de tout. Vous venez leur donner votre argent pour qu'ils le gardent, parfois pour qu'ils le fructifient. Ils s'en foutent parce que à la façon dont on vous accueille même, quand vous venez pour déposer votre argent, c'est de la même manière qu'on vous traite quand vous venez pour le retirer. Vous allez à la Sonnelle pour payer une facture, vous êtes ridiculisé. Vous allez à la SNEC pour payer une facture d'eau, vous êtes ridiculisé. Vous allez dans une microfinance pour déposer votre argent, vous êtes malmené, maltraité. Et quand il faut récupérer cet argent, c'est le cas. C'est la même chose. Alors,
Les microfinances, effectivement, sont une plaie chez nous. Pourquoi elles sont une plaie? Parce qu'en réalité, il y a aussi cette deuxième catégorie d'individus qui ne respectent ou qui ne croient en une seule chose, les membres de la tribu. Ça veut dire que eux, l'analyse de la société, selon eux, se fait sur le prisme de la tribu. Si vous n'êtes pas de leur tribu, véritablement, vous ne pouvez pas travailler avec eux, vous ne pouvez pas être considéré comme quelqu'un de sérieux. Et comment fonctionnent les entreprises au Cameroun? Les entreprises au Cameroun fonctionnent avec les membres de la tribu. Et c'est à peu près des entreprises comme BNews One où on va venir trouver toute la diversité de tout ce qui peut constituer le Cameroun. Mais la plupart, je vous le dis, même les institutions publiques, quand vous avez un ministre qui est d'une tribu, vous allez vous rendre compte qu'au ministère, on parle la langue du village de ce ministre. Donc, effectivement, Audrey, quand les membres de la tribu se retrouvent avec l'argent des autres membres des autres tribus, ils s'en foutent parce que ce n'est pas les gens de leur village, ce n'est pas les gens de leur tribu, ils le gèrent comme ils veulent et on arrive donc à ces situations dans lesquelles que vous êtes aujourd'hui en train de décrier. Les gens ouvrent les microfinances, souvent pas par ce qu'ils ont l'expertise, mais simplement parce que il faut créer des réseaux, c'est-à-dire qu'on va faire transiter les salaires d'une catégorie de fonctionnaires dans une institution financière et quelqu'un qui a donc le tuyau plus haut va commettre quelqu'un d'autre en bas qui est de la même tribu que lui pour venir ouvrir une microfinance et après, puisque ce n'était basé sur rien, ça tombe et les Camerounais pleurent. Ahmed Carton rouge. C'est vrai que l'information, je ne l'avais pas encore. Je crois que l'information... non, il donne un carton rouge à ces microfinances qui ferment les portes et qui gardent l'argent des épargnants. Oui, forcément, elle s'appuie sur les microfinances qui auraient... Oui, l'actualité nous dit que Comessi, pour ne pas la citer, la microfinance Comessi, a fermé les portes. Il y a un communiqué du liquidateur de cette microfinance qui circule. Donc, et qui a été publié dans les colonnes de Cameroun Tribune le 30 mars. Non, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, c'est un secteur régulé et réglementé. Donc, il y a plusieurs lois qui encadrent ce secteur d'activité. Vous verrez même la loi du 24 décembre 2019 qui vient en quelque sorte compléter celle qui existait dans le secteur bancaire et le secteur des microfinances. Et la seule chose que moi je demande toujours et que j'évoque chaque fois que je parle, c'est le respect de ce que nous nous sommes donnés comme règles. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un certain nombre de lois, mais dans les faits qui ne sont pas appliqués. Ce n'est pas la première microfinance ou alors établissement bancaire qui ferme. Ce n'est pas la première. Et je crois que celles qui ont fermé avant aurait quand même permis que l'État du Cameroun puisse tirer des leçons et aussi veiller à ce que de pareilles situations ne puissent plus arriver. Mais quand aujourd'hui, on se rend compte qu'à nouveau, il y a des gens qui se plaignent de ce qu'ils ont mis leur argent quelque part et la microfinance a fermé ses portes sans pouvoir remettre à tous les épargnants leur argent. Je crois qu'il y a là un problème de gestion de ce secteur d'activité. Je voudrais aussi ajouter à ce que Ambroise disait que c'est pas, bon, peut-être, mais c'est pas la COBAC qui délivre qui gère les microfinances. En fait, c'est quand vous voulez passer c'est-à-dire que du première catégorie à la deuxième catégorie, que la COBAC estime au regard de votre capital et aussi de votre expérience, si vous pouvez déjà faire partie, vous pouvez être désormais considéré comme un établissement bancaire. Je ne veux pas faire la publicité d'une banque ici, vous connaissez comment CCA est partie de microfinance. À banque. À banque. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour le faire. Donc, le carton rouge de l'époustouflante Audrey est légitime, à mon sens, parce qu'il n'est pas normal que des gens aillent épargner et puis après on leur fait savoir que la structure a fermé boutique. Où est donc le régulateur de ce secteur d'activité? Le régulateur, c'est l'État. Le régulateur, c'est le ministère des Finances.
qui en principe gère ce secteur. Le régulateur, c'est également toutes ces organisations qui gèrent, enfin, ces organisations qui sont autour des microfinances et qui les accompagnent. Donc je crois qu'on devrait en principe, lorsqu'un établissement bancaire ou une microfinance veut déjà se retrouver en banqueroute, il faut absolument que ces régulateurs voient comment déjà le mettre, par exemple, dans une posture où les épargnants peuvent récupérer leur argent et éviter que demain il y ait des plaintes. Parce que ces plaintes, vous vous rendrez compte que c'est toujours l'État. Parce que l'État sera obligé de contraindre ou alors de rembourser cet argent et de contraindre plus tard à la microfinance. Avant que vous ne poursuiviez, Ahmed, pour que vous ne tombiez pas dans l'erreur, hein, peut-être Audrey devait nous préciser très exactement quel est le fait actuel qui suscite son carton rouge. Est-ce que il s'agit de Comécie? Bien évidemment qu'il s'agit de Comécie. Il y a eu un reportage sur une autre chaîne qui montrait des gens qui sont quittés des villages de l'Ouest pour se rendre à Douala afin de comprendre ce qui se passe parce qu'ils ont eu vent de cette histoire comme quoi Comécie fermait ses portes. Lorsqu'ils sont arrivés, c'était les pleurs, c'était les larmes parce qu'effectivement, il n'y avait personne pour leur donner des explications. Donc c'est ce qui a suscité mon carton rouge ce matin. Donc, je crois que, oui, à la suite, je crois que à la suite, donc, il y a des indicateurs qui permettent de savoir au niveau de la banque, on veut déjà atteindre la faillite, on peut bientôt être en faillite, et il y a un conseil d'administration, et dans le conseil de toutes les microfinances, dans les conseils d'administration de toutes les microfinances, il y a toujours un représentant de l'État. Toujours et il y a toujours un représentant des épargnants. Ça veut dire qu'ils sont au courant des cahiers des comptes de la structure. Donc, ils savent que la structure est peut-être déjà en banqueroute ou est défaillante. Comment prévenir? Il est important d'arrêter, par exemple, la récolte des fonds et dire qu'on arrête d'abord de récupérer l'argent des gens parce qu'on a un souci au niveau de la structure. Donc, je crois que c'est une affaire parfois qui tourne autour du complot, où des gens se sont mis ensemble et estiment qu'ils peuvent voler de l'argent des épargnants et autres. Bon, et ça c'est vrai qu'il faut quand même aussi être prudent. Tout ce que vous avez décrit là, c'est le procédé normal. En réalité, sur les faits qu'elle décrit, il faut également ajouter des informations qui sont connues dans le communiqué, c'est la Comécie. Parce qu'en fait, il n'est pas interdit de faire faillite. Hein. Toute entreprise peut faire faillite. Il n'est pas interdit de fermer les portes, mais il faut, quand on ferme les portes, respecter le règlement et puis faire en sorte que chacun puisse retrouver son argent. Comécie a sorti un communiqué. Un communiqué dans lequel pour rassurer quand même les clients, leur disant de ne pas paniquer, que tout est mis en œuvre pour que leur argent soit remboursé. Et bien plus, Comécie a demandé à ses épargnants, à tous les créanciers de la banque, de déposer leur demande et leur justificatif au tribunal de grande instance de Douala. Donc il me semble que c'est Pourquoi en arrivons-nous là? Oui. Hein? Bon. Je voudrais quand même ajouter cette information parce que c'est bon qu'on le sache. Oui, bien sûr. C'est bon qu'on le sache. Si vous êtes conscient du fait que vous avez déjà des difficultés, il faut aller, il faut communiquer. Il faut demander aux gens de venir retirer. Non, il faut communiquer, expliquer peut-être à vos épargnants que nous avons, compte tenu de la restructuration technique utilisée quand même pendant 2 mois, il n'y aura pas d'opération bancaire parce que nous sommes en train de revoir, nous nous en excusons. Mais ce qui se passe souvent, c'est parce qu'il y a une certaine opacité au niveau de la communication de certaines choses. C'est ça le souci. C'était l'objectif de ce communiqué. Le communiqué informe les clients qu'il y aura cessation de paiement. C'est ça l'objectif du communiqué que moi j'ai touché. J'informe les clients qu'il y a cessation de paiement. Et vous savez, en général, lorsque on a fait une communauté, une société qui ne s'informe pas, il ne lit même pas les communiqués sur le mur quand les gens entrent. Ce n'est pas pour des données comme ici, c'est juste pour un peu décrire l'environnement dans lequel nous vivons qui peut parfois amener à des situations un peu complexes. Donc, vous avez des gens qui ne lisent pas les communiqués, qui entrent et vont directement au guichet, des communiqués qui les concernent, ils ne lisent jamais, même dans les hôpitaux, même dans vos entreprises de communication. Lorsqu'ils alertent, c'est la panique. Voilà. Tout le monde converge vers la alors, ils réalisent seulement au guichet. C'est au guichet qu'ils réalisent qu'il y a... Mais là, c'est comme ici. GSK, là, c'est comme ici. Mais il y a des petites microfinances là qui ne valent même pas la peine, mais qui ouvrent et ferment au mépris de leurs créanciers. Ce sont ces microfinances là que nous sommes en train de parler aujourd'hui.
Même si on va s'appuyer sur l'information de Comessi, mais il faut décrier ce phénomène quand même. Il faut décrier... Bon, s'il faut parler de l'information concernant Comessi, il faut dire que Comessi est une grande microfinance qu'on a connue au Cameroun, qui a fait ses preuves. Donc si l'entreprise... J'espère que vous passerez au service commercial après. Non, il faut dire ce qui est vrai. C'est pas le service commercial, pour une entreprise qui a fermé. Il veut passer au service commercial, comment? Mais il faut juste quand même dire que personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait à la fermeture de Comessi. Mais l'entreprise s'est quand même rassurée, a envoyé un communiqué pour que les uns et les autres sachent que nous sommes en train nous sommes en faillite. Donc, pour vous, nos créanciers, allez déposer vos dossiers au tribunal de grande instance du Vouri. C'est à partir de là que tous les éléments seront mis pour que vous soyez remboursés. Moi, je pense que la question ne passe pas de voie normale. 30 jours pour les clients nationaux et 90 jours pour les clients étrangers. Et je crois que le processus est déjà en marche. François Besset devrait peut-être intervenir sur cette question. On va prendre rapidement votre carton, qui avait la parole. Je ne sais pas si je devrais donner un carton, mais c'est une situation qui préoccupe les populations du quartier Essos. Il y a un ravin de ce côté qui risque, si rien n'est fait dans les tout prochains jours, provoquer non seulement des inondations. Vous savez, nous sommes bientôt en saison pluvieuse et les populations de ce côté-là paniquent énormément. Et ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de parler de ce problème. Un grand ravin qui... crée vraiment la panique de ce côté-là. Vous situé? Oui, comment? Vous pouvez situer le ravin en question? Le ravin est situé au niveau des Sosses. Au niveau des Sosses. Je vais peut-être bien avoir l'information, mais les gars disent que ce ravin risque de créer vraiment quelque chose de grave si rien n'est fait dans les tout prochains jours avec l'avènement des pluies qui arrivent. Bien, bon, en attendant que vous ayez toute l'information, on va mettre ça au frigo, si vous permettez. On va pas... Quand on aura beaucoup plus d'informations. François Besset, votre carton, s'il vous plaît. Oui, mon carton. Mon carton. Je l'ai dit d'entame, et je le réitère, que le fait d'être né au Cameroun nous confère certes l'acte de naissance à partir duquel nous obtiendrons la carte nationale d'identité. Mais nous ne pouvons être Camerounais que si nous avons un ensemble de façons d'être et de faire. Et cet ensemble de façons d'être et de faire doit prendre en compte et en considération tous les autres qui sont Camerounais avec nous. C'est donc un processus évolutif. Mon carton rouge aujourd'hui, parce qu'il est rouge, pas parce que je porte une chemise jaune, mais mon carton est rouge et je suis très en colère contre le ministère de l'élevage. Très en colère parce que pour la deuxième fois, ou si vous voulez la seconde fois, Bernard Dionga est encore mort. Mort pourquoi? Mort parce que nous nous sommes battus, je dis bien nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait plus au Cameroun la possibilité pour les poulets congelés d'entrer. Et pourquoi est-ce que c'est important d'empêcher que les poulets congelés entrent au Cameroun? Parce que c'est impropre à la consommation. Des tests ont été faits et ont démontré que ce poulet est impropre à la consommation. Un ensemble d'activités a été organisé, des campagnes de sensibilisation ont été organisées et on a pu obtenir de l'État du Cameroun l'interdiction d'entrée des poulets congelés au Cameroun. Et la filière avicole a pu redémarrer. Et on ne peut pas aujourd'hui, en même temps, on est en train de dire qu'on est en train d'implémenter la politique du chef de l'État qui voudrait que les jeunes aient des emplois. Et en même temps, on fait importer le poulet congelé au Cameroun, sachant qu'on va plomber la filière avicole et que tous les jeunes à qui le gouvernement a même donné les moyens d'aller faire de l'élevage pour faire entrer le poulet au Cameroun. Alors je redemande, c'est vrai qu'au Cameroun il y a un chef d'État et qu'il y a aussi un gouvernement. Il
Il faut qu'on nous explique où l'État et le gouvernement, c'est deux choses différentes au point où l'État dit sa chose, le gouvernement fait sa chose. De quoi il est véritablement question? Est-ce que le chef de l'État voudrait que les jeunes aient l'emploi? Auquel cas, est-ce que la politique mise en œuvre est de manière à permettre que les jeunes aient l'emploi? Ou alors, est-ce que l'État voudrait que les jeunes, comme on l'a dit hier, demeurent le bétail politique et ne servent qu'à voter et à voter ceux qu'on a déjà choisis à la base? Ou alors, parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous plombez les filières avicoles. Vous voulez démarrer une entreprise dans l'audiovisuel. Vous êtes plombé et votre État ne peut pas vous soutenir. Votre État ne peut pas vous soutenir contre les milliardaires qui importent le poulet, le poisson importé, le riz importé, le maïs, ainsi de suite. Et on ne fait que nous dire qu'on veut que le Cameroun soit émergent à l'horizon 2035. Alors je dis carton rouge au ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Oui, au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales qui a autorisé une fois de plus qu'il y ait importation de poulets congelés. Je crois que Bernard, là où il se trouve aujourd'hui, doit se retourner dans sa tombe. Ah oui, voilà donc le carton rouge est adressé, vous avez dit, au ministère des pêches, de l'élevage et des industries animales. Oui, Ambroise. Oui, il a parlé de Albert Njongan qui peut se retourner. Bernard. Je veux dire Bernard Njongan, le coordonnateur de l'ARCDIC. Voilà, l'association des citoyens de défense des intérêts collectifs. Il peut se retourner aujourd'hui dans sa tombe parce qu'il a tiré déjà l'attention du gouvernement de ces produits qui se retrouvaient dans les marchés. Il a combattu, je veux dire le bon combat. Avec succès même. Il a même combattu avec succès. Mais le phénomène a perduré. Que ce soit dans le sud, frontière Cameroun avec ses pays voisins, on a arrêté des cargaisons de près de 550 kg de poulet congelé que les services de forces de maintien de l'ordre ont pu saisir et ont brûlé. Mais les commerçants passent toujours par d'autres, ont de nouvelles stratégies pour que ces produits se retrouvent dans le marché camerounais. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement, sous prétexte qu'il y a la pandémie à coronavirus, autorise l'importation de cette découpe de poulet dans nos marchés. Je pense que je partage entièrement le carton rouge. On ne doit pas accepter ça. Les commerçants qui sont dans ce secteur d'activité, qui souffrent déjà pour avoir le poulet, si jamais ces découpes de poulet viennent encore inonder notre marché avec tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, vous avez vu comment les gars injectent même le poulet pour que le poulet gonfle. Et lorsque les Africains viennent manger ça, nous ne sommes pas à l'abri des maladies. On souffre. Aujourd'hui, ils nous ont lancé la pandémie du coronavirus. Ils ont lancé la pandémie du coronavirus pour réduire la population africaine. On est resté debout. Oui, on est resté debout. Il faut dire des choses. Il faut dire, s'il vous plaît, il faut dire des choses telles comme on doit les dire. L'Africain est resté debout, mais heureusement, Dieu est africain. S'il vous plaît, Dieu est africain. Et la maladie a plutôt décimé les populations de ce côté. Ils ont pensé vouloir faire du mal aux Africains et même ils en ont payé le prix. Et il ne faut pas donc que ces congelés-là viennent dans notre pays avec des maladies qu'ils ont injectées pour que nous, en consommant, on périt. Non, on ne peut pas périr. C'est pour ça que je partage ce carton rouge en disant au ministre même du Commerce, il donne le carton rouge au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, mais je vais demander au ministre du Commerce d'avoir un regard, parce que lui, il est chargé de veiller pour que les marchés camerounais ne pilulent pas avec ces produits dont on va nous faire consommer. Pour moi, c'est une question de bon sens. Lorsqu'on dit qu'un aliment peut causer des maladies sur des personnes,
Il ne s'agit pas des animaux, déjà que même des animaux ont le droit à la vie. Je pense qu'on doit réfléchir avant d'introduire ce style de produit dans un État comme le Cameroun. Vous avez parlé de Francis Ndjongang, Bernard Ndjongang, pardon, tout à l'heure. Vous savez, moi je me dis qu'ils ont peut-être attendu sa mort. Vous l'avez connu, Bernard, vous? Non. Ah d'accord. Peut-être François devait vous expliquer quel est le combat qu'a mené Bernard Ndjongang, pour que vous compreniez davantage quel était... Poursuivez, hein? C'était une parenthèse. D'accord. Mais je pense que après avoir dit cela, il faudrait qu'on essaye souvent de penser à la population avant de prendre certaines décisions. Nous ne sommes pas obligés de consommer du poulet. Nous ne sommes vraiment pas obligés. Il y a du poisson, il y a de la viande. Si actuellement le Cameroun est en incapacité de produire des poulets pour sa population, qu'on en reste là. On n'a pas besoin de partir prendre des choses qui vont nous causer des maladies, qui vont nous tuer. Pour moi, c'est une question de bon sens, comme je l'ai dit. Et interpeller aussi le ministre du Commerce, pourquoi pas, qu'il essaye de revoir. Parce qu'on ne peut pas mettre un produit sur le marché sans son accord. Ce poulet-là détruit les vies humaines. Si quelqu'un se lève pour faire de ça un combat, ça veut dire que cette personne a même pas imaginé, a fait des recherches et à la suite au Centre Pasteur. Et à la suite de ces recherches, de ces analyses, qu'est-ce qu'il en ressort? Que ces poulets sont nocifs pour la santé. Donc, je pense qu'il ne se fait pas tard. On a arrêté, je sais parce que c'était 500 tonnes dont Ambroise parlait. 550 kg de poulet congelé. Je pense qu'il ne se fait pas tard. On peut arrêter ce processus-là. On n'en a vraiment pas besoin. On peut manger même les feuilles de manioc. Oui, pourquoi pas? Ça contient également des protéines. Nous ne sommes pas obligés de manger du poulet, encore moins du poulet. Le foie. Vous connaissez le foie? Ce sont des chenilles qui contiennent des protéines. Tout à fait. On peut manger des criquets. On peut manger, on a un peu de tout ici. On était le grenier. Voilà. On était le grenier. Et je dis peut-être avant que vous ne passiez la parole à quelqu'un d'autre, et je le dis JSK, ça fait quand même mal que vous ayez des gens qui, à longueur de journée, vous pompent avec des cérémonies de Made in Cameroun, où ils vont faire, je ne sais pas, des choses pompeuses. Vous avez des gens qui vous disent vraiment il faut être patriote. Vous avez des gens qui vous disent on voudrait que vous ayez tous du travail. Mais qui, lorsque la pandémie arrive, au moment où on peut dire, bon, nous avons des ressources, nous allons nous-mêmes produire, parce que là, on soupçonne quand même que les conditions dans lesquelles ce poulet peut arriver, encore que, pourquoi l'État n'a l'information que quand il s'agit des manifestations, des troubles à l'ordre public, 10 leaders d'opposition se sont retrouvés là-bas, le sous-préfet déjà là. Mais on ne peut pas avoir le même service de renseignement, les mêmes chercheurs pour dire que ceci, un ministre de l'élevage. Et on va appeler les jeunes dans les universités, on leur dit allez faire l'agriculture, allez faire l'élevage. C'est notre propre gouvernement qui autorise que le poulet arrive au Cameroun, sachant que ce poulet à la fois va nous tuer. Moi, je peux même affirmer que certainement même ce poulet a le corona. Et c'est pour ça que je vais dire aux populations de fuir tout ce qui est poulet congelé. Ne consommez pas. Et en ce qui concerne votre vie, soyez les seuls garants de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que si vous allez déposer votre argent dans une microfinance, vous allez le perdre. Vous avez la certitude que si on interdit le whisky frelaté, pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas un poulet dangereux à la consommation? Et on nous parle de pénurie. On se demande bien qu'est-ce qui peut bien causer créer la pénurie dans un pays comme le Cameroun. Qui a tous les moyens, les ressources humaines qu'il faut pour agrandir les fermes, ainsi de suite. Amen Bala. Oui, c'est une question très importante. Je crois que ce qui suscite le carton rouge de François, que je partage entièrement, est la lettre du MINEPIA, du ministre de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale, du 22 mars 2021. Une lettre adressée à l'ambassadeur du Brésil
au Cameroun. Et dans cette lettre, on parle d'importation des poulets congelés. Et vous savez qu'on a un gros problème avec notre régime, notre gouvernement, c'est un problème de cohérence. Vous vous souvenez de la décision du MINEPIA du 16 mars 2006 interdisant l'importation des poulets congelés et qui luttait contre la concurrence déloyale. Et on avait installé l'ACDIC comme cet organe-là qui devrait en principe veiller à ce que la justice soit faite dans ce secteur d'activité. Je voudrais donc dire aujourd'hui qu'il est incompréhensible que nous prenions une décision en 2006, après les affaires de grippe aviaire et avec les plaintes du secteur avicole national, on a estimé qu'il était nécessaire d'interdire l'importation des poulets congelés. Et en 2006, nous avons pris cette décision. Et je voudrais vous dire que le secteur avicole, c'est 300 milliards par an. Le secteur avicole, c'est 110 000 emplois que ça génère. Le secteur avicole, c'est 2% du PIB national. Donc, vous comprenez qu'il est quand même incompréhensible qu'aujourd'hui, on n'ait pas de problème de rupture ou alors, je vais dire, d'insuffisance de poulet parce qu'en fait, on en produit suffisamment ici. Et qu'un ministre... Et on peut en produire plus, d'ailleurs. On peut en produire plus. Il suffit simplement, et c'est ce que le secteur avicole dit tout le temps, on a besoin d'un soutien. Je voudrais vous dire, juste une parenthèse, qu'avec la Covid a lourdement frappé ce secteur qui a demandé un appui de l'État. Et vous savez que le gouvernement, le chef de l'État avait demandé qu'on soutienne les petites et moyennes entreprises dans la relance de leurs activités après, avec l'affaire de Covid. Et il y a eu des fonds qui ont été alloués à cela. Donc, vous vous rendez donc compte qu'aujourd'hui, le ministre prend cette décision qui reste floue, parce qu'il faut le dire, il n'est pas clair. Est-ce qu'il s'agit des inputs? Parce que vous savez qu'on n'a pas interdit l'importation des inputs, c'est-à-dire que les poussins et les œufs, non. On n'a pas interdit, mais on a interdit les poulets congelés. Bon, dans sa lettre du 22 mars, on se demande bien, monsieur le ministre, vous voulez... La lettre que vous adressez à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun par rapport à... Il s'agit de quoi exactement? Puisque si c'est pour importer du poulet, ça rentre carrément en contradiction avec la décision du 16 mars 2006. Il me semble que cette lettre, c'était pour justement importer les intrants. Les ce n'est pas clair, c'est le flou. C'est pourquoi nous pensons qu'au regard du tollé que ça crée au sein de l'opinion, le ministre pourra faire un point de presse pour clarifier l'opinion quant à de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que il ne faut pas dire quelque chose et faire son contraire. Tout ce qui se conçoit bien. S'énonce clairement. Voilà. Donc rien n'est clair dans ce. Donc rien n'est clair. Rien n'est clair. Donc si c'est l'importation des poulets congelés, comprenez que nous rentrons carrément en porte-à-faux avec notre décision du 16 mars 2006 qui interdit l'importation des poulets congelés. Audrey Ngopom. Déjà eu à dire ce que je pensais à ce sujet. Je croyais que vous vouliez réagir encore. Si vous n'avez plus à dire. Moi, je voulais quand même ajouter quelque chose, François Besseux. Vous savez, nous avons toujours dit cela ici. Le manque d'indignation des Camerounais fait peur. Tout se passe aux yeux de tout le monde. Et vous avez le sentiment que, vraiment, même si Bernard, vraiment, on va le pleurer. Si on le pleure déjà, vraiment Bernard Djonga, on va le pleurer davantage. Vous voyez à peine il décède. Voilà. On profite. Et parce qu'on savait que de son vivant, il n'était pas possible. De penser même. Il était impossible de penser le retour des poulets congelés au Cameroun. Et surtout que c'est Bernard, c'est l'ACDIC qui assure le suivi de cette mesure de 2006. C'est-à-dire qu'on veille à ce qu'il n'y ait plus importation des poulets congelés. Donc c'est l'ACDIC qui est l'organe en charge du suivi de cette mesure. Mais maintenant, à peine Bernard décède, des gens
Non, mais on espère que... Je pense qu'il y a beaucoup de Bernard Dionga qui sont en gestation. Vous comprenez, JSK, il y a beaucoup de Bernard Dionga. Sur le plateau. Donc. Oui, la preuve en est que la lettre du ministre à l'ambassadeur du Brésil, il pensait qu'il pouvait duper les Camerounais avec un jeu de mots. Mais on a réussi à déceler le service, cette supercherie que le ministre voulait faire passer. En réalité, il n'était pas dans la lettre. Le ministre ne demande pas l'importation des inputs. Comme disait Ahmed tout à l'heure, il est question de ramener le poulet congelé dans notre pays. Il faut être clair là-dessus et condamner avec la dernière énergie. Ce que moi je voulais dire, JSK, c'est qu'en fait les Camerounais ont un problème particulier. C'est que vous avez un chef d'État que vous aimez et vous avez un gouvernement que si on vous donnait les fouets, c'est-à-dire que vous les fouetterez. Du coup, ça fait que lorsque vous voulez vous indigner, on vous dit en fait que votre indignation, si vous la faites, c'est contre le chef de l'État. Voilà. Alors que ce sont eux qui présentent la situation ici. Ils vous présentent ainsi aux yeux du monde comme étant exactement. Ils viennent comme si en réalité c'était des gens qui venaient accomplir la volonté du chef de l'État et donc s'indigner contre eux, c'est s'indigner contre le chef de l'État, alors que dans les faits, ils n'accomplissent pas ce que nous on entend dire du chef de l'État. Et il y a un décalage immense entre le président de la République qui veut impliquer les jeunes, qui veut donner aux jeunes les outils, les instruments pour développer le Cameroun, et les ministres qui de tout temps veulent créer l'obscurité dans certaines choses. François, en fait, je voulais... C'est pas dire que le ministre... Enfin, je voulais un peu repréciser quelque chose. Je voulais peut-être pas lui dire ici à l'antenne, mais dire... Ce que je voulais en fait ressortir, c'est que si le ministre a demandé l'importation des poulets congelés, excusez-moi de le dire, mais c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas prendre, vous avez devant une décision depuis 2006. Qu'on sait que, mais aujourd'hui, vous venez. Donc, pour moi, pour quelqu'un de construire, en fait, ne peut pas, c'est dédié. Vous voyez? Donc, ce qui fait que pour le moment, j'estime que, n'ayant pas fait un point de presse pour clarifier l'opinion, j'estime qu'il peut s'avérer qu'il s'agisse parce que des inputs, parce que les inputs ne sont pas interdits. Les hommes politiques et parce que on a vu ces ministres c'est dédié aller et dire que ce qu'ils ont dit ce n'est pas ça, il faut les mots de ça. Ces gars nous ont habitués à ça. Ils aiment l'obscurité et ils aiment les milliards. François, et ça nous ferait même du bien qu'ils disent que... François Ambroise, on dit au Cameroun que l'homme a pris le caillou, l'oiseau. Donc, on veut nous amener dans l'obscurité parce que c'est là-bas dans l'obscurité qui font des choses. Merci beaucoup pour votre carton et votre réveil. Hein. C'est un réveil, c'est un éveil. Merci beaucoup. Ahmed Mbala, on vous donne la parole pour votre carton. Merci JSK. Mon carton rouge, hein, c'est un carton rouge ce matin. Je le brandis à l'endroit de Madame le ministre délégué à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Pourquoi? En mars 2000, enfin, le mois dernier, 21 mars 2021, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a adressé une correspondance à Madame le ministre délégué à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État pour lui faire savoir qu'il était important de diligenter l'audit qui avait été commandé pour la gestion, dans la gestion des fonds Covid alloués aux différentes administrations. Et vous savez que cet audit a suscité certaines réactions au point où la Chambre des comptes et le contrôle supérieur de l'État, à un moment donné, se disputaient, en fait, je voudrais dire le droit, le marché en fait. Mais je voudrais dire que sur instruction du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a donc adressé une correspondance à Madame le ministre pour qu'elle accélère ce processus d'audit dans la gestion des fonds Covid. Et plus tard,
et il a même instruit, c'était en mars 2020, je voudrais dire, pas 2021, mars 2020. Et en décembre 2020, le même ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a écrit au ministre des Finances pour lui dire, par rapport à cet audit demandé par la plus haute autorité de la République, à savoir le chef de l'État, débloquer 32 millions de francs CFA pour pouvoir permettre au Consup de faire son travail en toute indépendance. Le ministre des Finances a débloqué les sous. Et dans la lettre, le ministre d'État, il dit un élément, il donne un élément très important, il dit les résultats de cet audit conditionnent l'octroi d'un nouveau crédit du FMI. Donc, le FMI exige ces rapports pour que nous puissions avoir des nouvelles conclusions d'un nouveau programme financier et économique. Donc, tant que ce n'est pas disponible, le FMI ne peut pas nous appuyer. Donc, vous vous rendez compte qu'à ce jour, le Cameroun a besoin d'argent. On est en train de faire la cour FMI et ils nous disent, depuis on vous demande un document, un rapport, vous n'arrivez pas à nous donner. Où est le rapport? Où est le rapport de cet audit? Madame le ministre, j'ai aimé le titre de Le Messager de ce matin qui questionnait effectivement Madame le ministre par rapport à cet audit. Où en sommes-nous avec cet audit? Et vous avez pris 32 millions. Vous n'allez pas faire comme ce monsieur. Vous n'allez pas faire comme ce monsieur qui a gagné le marché de nous ramener les fonds que les gens ont détournés, soit allés laisser dans les îles, dans les banques à l'étranger, dans les îles Caïmans. On lui a donné près de 800 millions de francs CFA pour qu'il fasse cela. Il est revenu même pas 5 francs. Non seulement les 800 millions, il n'avait plus, mais il n'a pas ramené 5 francs. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, on invite donc Madame le ministre à communiquer son rapport, à donner son rapport à qui de droit pour que nous puissions bénéficier d'un nouvel accord ou d'un nouveau programme financier et économique avec le Fonds monétaire international. Voilà mon carton. Merci beaucoup pour ce carton rouge. On appelle ça du laxisme, de la léthargie. On peut même dire de la désobéissance à la hiérarchie. Donc, c'est un problème camerounais. Il paraît que c'est très fréquent dans le gouvernement du Cameroun où certains ministres pensent qu'ils peuvent faire comme ils pensent et puis se passer des ordres et des instructions de la hiérarchie. Voilà un fait palpable là aujourd'hui. Nous risquons d'être bloqués par le FMI à cause de la léthargie, du laxisme d'une autorité, Audrey Ngopom. Pour moi, je ne sais pas déjà pourquoi on débloque 32 millions pour remettre à une structure qui est censée faire ce pourquoi elle a été créée. 32 millions pour faire quoi? François a glissé un mot tout à l'heure pour payer le taxi. Non, c'est pas pour payer le taxi. Quand on donne 32 millions... C'est une manière de parler. Ok. C'est pour solliciter je peux un peu ajouter, répondre un peu, c'est pour solliciter un cabinet. C'est l'autorité, c'est pas le ministère. Il y a des déplacements à effectuer. En général, un cabinet se charge de ça et ce cabinet-là est payé. Jusqu'à 32 millions. Non, mais le Consup a des inspecteurs d'État qui sont des enquêteurs d'État et qui généralement sont mis en mission. Ils sont mis en mission et les administrations sont identifiées. C'est de ça qu'Audrey parle. Oui, je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi on doit même prendre un cabinet. Pourquoi est-ce qu'on demande tant d'argent alors qu'il y a des gens qui sont techniquement prêts pour faire le travail? Pourquoi on doit me payer? Parce que je me suis assise aux influenceurs pour parler de 10h à 12h. C'est mon travail. Je suis rémunérée à la fin du mois. 32 millions pour faire quoi? Un travail qui n'a même pas été fait. Et qui est censé contrôler le Consup, vu que c'est le Consup qui contrôle tout le monde. Qui est censé contrôler le Consup? Personne. À ce niveau-là, je pense que c'est la désobéissance, c'est tout. Et nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut, parce qu'il sait peut-être qu'il a X ou Y derrière lui. Il faut qu'on apprenne à joindre l'utile à l'agréable. Vraiment, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un ministère, il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit même pas du chef de l'État, mais il s'agit du Cameroun. On a besoin de fonds.
on n'arrive pas à les avoir parce qu'une dame qui était censée produire un rapport ne l'a pas fait, mais a déjà encaissé 32 millions de francs. Je ne suis pas sûre qu'il reste même encore 100 francs de ces 32 millions-là. Mais le travail n'est pas rendu. Soyons un peu sérieux à un moment. Sachons servir la nation. Soyons passionnés. Lorsqu'on vient quelque part avec d'autres objectifs, forcément, on va se livrer à ce genre de choses où on vous demande de rendre un rapport depuis près d'1 an. Le rapport, il n'est pas rendu et vous ne vous pressez pas. Vous ne donnez même pas les raisons de votre silence. Ça passe comme ça. C'est déplorable. Et en même temps aussi, je me dis que ce sont des choses qui doivent arriver pour que certaines personnes sachent qu'il y a des mauvaises personnes à la tête de certaines structures. Chacun fait comme il veut. Nous sommes dans un pays où, je ne sais pas, ça c'est même plus la liberté, c'est le libertinage. On attire l'attention d'une personne une fois, 2 fois, la personne ne se ravise pas et les journaux sont là en train de parler de ce problème et la personne, jusqu'à l'heure actuelle, est dans son coin, ne fait rien. Soyons passionnés. Si vous vous levez, vous vous rendez compte que la tâche qu'on vous a donnée là, vraiment, ça pèse. Démissionnez. Partez. Avant vous, il y avait des personnes. Et après vous, il y aura encore des personnes. Ambroise. Oh, Ça, je vais rebondir sur la dotation que le ministre secrétaire général à la présidence de la République avait inscrit au ministre des Finances à mettre à la disposition du contrôle supérieur de l'État pour cet audit. Quand vous voyez le ministère de la Santé publique et vous voyez le consup qui est derrière la Cour suprême, il y a une distance de 200 mètres. Hein. Même si Ahmed va me dire que le consup a des cabinets qui vont sortir de Paris, l'argent que le Cameroun a besoin au Fonds monétaire international, 32 millions, c'est petit déjà. C'est beaucoup. 32 millions peut déjà arranger, peut déjà reprofiler la route de Bonne-Macaque que Ogré parlait il y a quelques jours. Elle ne connaît même pas. Même si elle ne connaît pas. Même si elle ne connaît pas. C'est déjà beaucoup. Donc vraiment, on gaspille l'argent dans ce pays pour rien. 32 millions, 500 000 pour remettre aux personnes qui viendront faire auditionner la gestion du Covid-19, du fonds Covid. Moi, je pense qu'en réalité, on ne sait... Nous-mêmes, moi, j'ai l'impression que l'État ne sait vraiment pas ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de tourner même les gens en bourrique. J'ai suivi la deuxième lettre du ministre qui demandait à madame le ministre du Consupé d'accélérer parce que le Cameroun a besoin d'argent au Fonds monétaire international. C'est bien beau. Je vous rappelle que ce n'est pas le premier audit que le chef de l'État commande. Hein? Vous vous souvenez lors du déraillement du train des ECA où vous étiez, monsieur JSK. Vous êtes l'un des rescapés de ce drame des ECA. Le chef de l'État avait inscrit une enquête. Cette enquête a accouché d'une souris. Qu'est-ce qu'on attend que cette femme vienne faire alors que il y a quelques jours, celui qui était chargé de pandémie et épidémie est même décédé à l'âge de 75 ans. Ali Mayatou est décédé. Même si le ministère est patron, il n'était que le secrétaire d'État et qu'il y a un ministre en charge de la santé publique au Cameroun. Mais lui, il était chargé de pandémie et épidémie au sein du ministère. C'est-à-dire que c'est lui à qui, quand on a mené même les enquêtes, on nous a fait comprendre que le ministre avait diligenté toute la gestion du fonds Covid au secrétaire d'État. Qui va donc nous dire la vérité maintenant qu'il est mort? Qui va nous dire la vérité? Donc en réalité, il n'y aura pas de réponse à cet audit. Se poursuit, même si oui, en réalité, il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse. Donc, monsieur Ahmed, c'est un carton rouge que je partage, mais j'ai envie de vous dire que cet audit va accoucher d'une souris comme l'enquête que le chef de l'État avait commandé lors du déraillement du train des ECA. Oui, mais moi je n'aurais
n'aurai de cesse de le dire et encore de le redire. Quand le hasard multiplie les circonstances, ce n'est plus le hasard. Ça devient une stratégie. C'est une stratégie, c'est un calcul. Quand le hasard, vous allez à la boutique, vous croisez une fille. Vous revenez à la boutique, vous croisez la même fille. Et quand vous revenez la troisième fois, vous croisez la même fille. C'est Elle a déjà calculé. Il faut comprendre. Elle sait déjà que vous arrivez à la boutique tous les jours à cette heure-là. Ahmed, c'est plus le hasard. Moi, je vais vous rassurer. Les voitures de Consup sont encore bloquées à l'embouteillage. Et ceux qui devaient aller en mission devaient prendre Camerco. Et il y a encore un problème de vol avec les tests Covid. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas entrer dans l'avion aujourd'hui sans qu'on ne vous fasse un test Covid. Et comme il manque les tests Covid, c'est ça qui crée les retards. Mais je dis quand même que c'est extraordinaire. Et il y a un malaise. Le fait que le chef de l'État commande un audit au ministère de la Santé est la preuve que les rapports du ministère de la Santé n'arrivent pas à la présidence. Vous savez, nous, on est nos villages. Et au village, on apprend à regarder et à observer. Parce qu'une chose peut en révéler beaucoup d'autres. Alors, si le chef de l'État commande l'audit de quelqu'un qui lui est subordonné et qui est censé lui donner un rapport, posez-vous la question, où se trouve le problème? Donc, les rapports du ministère de la Santé n'arrivent pas chez le chef de l'État, sinon il n'aurait pas commandé l'audit. Et je peux donc vous rassurer qu'on peut comprendre qu'il y ait certains ministres, ou beaucoup de ministres, qui soient certes nommés parce que le chef de l'État a signé, mais qui ne sont pas nommés par le chef de l'État, qui ne les connaît pas. Et ils sont nombreux. Et c'est pour ça que je vous ai dit, l'imposture, donc c'est quoi? C'est de venir dire au peuple, nous les ministres, nous parlons au nom du chef de l'État. Le peuple camerounais a voté le chef de l'État sur la base de l'homme qu'ils connaissent. Mais je dis, il y a des gens autour qu'on n'a pas voté, qu'on ne connaît pas, et qui se retrouvent avec notre argent, qui ont en main notre destin, et chaque fois on est en difficulté. On ne sait plus, est-ce que c'est au chef de l'État qu'il faut s'en prendre, alors qu'il nous donne les garanties de ce qui se soucie de nous. Mais maintenant, comment on fait pour s'en prendre à ces enfants qui se mettent sous sa couverture? Parce que vous savez, vous pouvez engager une bagarre avec quelqu'un, mais quand cette personne va se cacher derrière Dieu, vous faites comment? Jessica, je voudrais ajouter rapidement. C'est-à-dire pour ceux qui parlaient des fonds 32 millions et tout, c'est petit. Vous dites, pourquoi? Parce qu'en fait, en juillet 2020, le Premier ministre a signé un décret qui autorisait une allocation de 1,2 milliard à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Toujours pour l'audit des fonds, la gestion des fonds Covid, qui a été débloqué et alloué à la Chambre. Ça fait 1,2 milliard plus 32 millions. Imaginez, voilà donc l'argent. Je dis qu'Ahmed, laissons même le but. Pour terminer, je suis en fait. Donne-nous le rapport. Qu'importe l'argent, on a besoin de rapport. Non, les gars ne peuvent pas vous donner le rapport parce que c'est leurs frères qui sont dans les microfinances. C'est comme ça, de la même façon j'ai les microfinances, de la même façon j'ai les ministères. Mais moi je voulais conclure en disant, si vous permettez Ahmed, je voulais conclure JSK en disant que je vous mets à défi de rassembler à l'hémicycle les élus du peuple et les membres du gouvernement et de leur proposer de prendre le vaccin en mondovision. C'est-à-dire que diffuser en direct à la CIA TV. On prend des médecins indépendants qui vont prendre le vaccin qui est venu d'Europe et on administre à chaque ministre en mondovision. Comme ils ne le feront pas, vous comprendrez que en réalité, de la même façon, on nous donne les poulets congelés, on s'en fout qu'on aille mourir. De la même façon, on gère notre argent, on s'en fout qu'on aille mourir. Vous comprendrez que comme ils ne consomment pas nos hôpitaux et qu'ils ne prennent pas Camerco, notre argent, que nous on dit que c'est notre argent, c'est pour eux. Ils nous servent
pratiquement à rien. Et s'il nous servait à quelque chose, s'il nous aime, je vous dis que je mets à défi tout le gouvernement de se rassembler à l'hémicycle et de prendre le vaccin à Mondovision. Tous les députés à l'Assemblée nationale de prendre le vaccin à Mondovision. Merci François. Et vous comprendrez qu'ils aiment ce peuple et qu'ils sont patriotes. Merci François, merci Ahmed, merci Ambroise, merci Audrey pour vos cartons. C'est la fin de cette rubrique. On ouvre dans une petite poussière de secondes. On va ouvrir la revue des unes des journaux. Que dit la presse ce matin, la presse camerounaise, la presse africaine? Audrey Ngopom, vous avez sélectionné quelques journaux pour nous. Mutation et Le Jour, selon vous, s'intéresse à la filière avicole. Oui, et Mutation titre à la brésilienne. Le Jour, quant à lui, le poulet congelé est de retour sous le prétexte non déclaré d'une pénurie induite par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le gouvernement camerounais vient de légaliser l'entrée de produits et sous-produits aviaires importés du Brésil. La filière avicole qui avait repris du poil de la bête se sent à nouveau menacée. Et le soir, le journal Le Soir et Ouest Echo, eux, reviennent sur le décès du cardinal Christian Toumi. Oui, et Le Soir titre ce mercredi 7 avril la mort subite du grand dialogue national. Et Ouest Echo, le cardinal Toumi s'en va, Monseigneur Ouatio aussi. La grande messe écuménique et pontificale en l'honneur donc de Monseigneur Ouatio du grand dialogue national avait été dite à la cathédrale Saint-Palais des Congrès de Koliada, messe célébrée par son éminence le cardinal Dion Ngouto, représentant personnel de sa sainteté le pape Paul Ier empêché. Eh bien, le coup d'État du 6 avril 1984 au Cameroun, le coup d'État manqué, barre la une des journaux Essingan et L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel titre le 6 avril vu par les généraux Asso et Semengue. Essingan, quant à lui, titre 6 avril 1984, les héros d'un mauvais cinéma. 37 ans après les événements qui ont porté atteinte aux institutions de la République, Essingan rend hommage à certains des acteurs encore en vie qui ont ardemment défendu la légalité républicaine. En Côte d'Ivoire, le gouvernement est désormais connu. Fraternité Matin, Le Jour Plus, en font leur une. Oui, Fraternité Matin titre une équipe de mission et Le Jour Plus, 37 ministres, 4 secrétaires d'État, 8 femmes. La liste complète de l'équipe qui sont les 12 nouveaux ministres et les 18 sortants. En rappel, le président Alassane Ouattara a validé la liste proposée par son premier ministre Patrick Hachi et a rendu publique donc cette liste-là hier. Merci pour cette revue des unes des journaux. La suite, c'est avec le Djapap dans un instant. C'est le temps du Djapap, le temps de l'histoire du jour dans votre programme Les Influenceurs, comme tous les jours. Audrey nous raconte l'histoire, son histoire, bref, l'histoire vécue des citoyens africains, à travers lesquels nous sortirons les leçons de la morale pour vous et pour nous. Oui, il faut le préciser, il ne s'agit pas de mon histoire, mais de l'histoire d'une jeune dame qui s'est fiancée il y a quelque temps Et le problème actuellement, c'est lequel? C'est que sa grand-mère s'oppose farouchement au mariage, alors qu'au départ, elle s'est fiancée, on l'a dotée. Il faut dire que ses parents sont déjà décédés, donc sa grand-mère qui l'a élevée. Et lorsqu'elle se rapproche de sa grand-mère pour lui demander pourquoi elle ne veut pas qu'elle signe
l'acte de mariage, sa grand-mère lui dit qu'elle aimerait que sa petite fille épouse un ministre. Voilà, ce sont les dires de la grand-mère en question, qu'elle aimerait que sa petite fille épouse un ministre et que lorsqu'elle observe le jeune homme, il n'a pas d'avenir et elle préfère que leur relation s'arrête là. Il faut dire qu'il y a quelque temps, on l'a doté, donc la grand-mère a perçu certaines choses, mais bien après, elle s'oppose, disant qu'elle aimerait que sa petite fille épouse quelqu'un qui va la faire sortir de la pauvreté et que cet homme-là n'est pas la personne idéale pour elle. Et actuellement, elle ne sait comment prendre la chose, comment déjà informer son fiancé de cette situation-là. Est-ce qu'il faut qu'elle écoute sa grand-mère, vu qu'elle n'a pas eu de parents, elle n'a pas grandi avec ses parents, et que sa grand-mère lui a dit que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Donc, est-ce que sa grand-mère n'a pas raison? Tout ça, c'est pour barrer le pauvre. Toute cette sagesse. C'est-à-dire que quand il faut éliminer le pauvre, hein, le pauvre ambitieux, amoureux, on ne manque pas, on ne tarit pas de sagesse, on ne tarit pas de proverbes africains. Je vais donner la parole à François Mbesse pour qu'il nous analyse d'abord. Il pose son regard et le regard des ancêtres sur cette histoire. Non, mais là, vous êtes en présence d'une grand-mère androïde qui n'est pas connectée, aux ancêtres. Parce que, imaginez-vous une grand-mère qui vous dit que ce qu'une grand-mère assise voit, ce qu'une grand-mère assise voit, sa petite fille qui veut se marier ne veut pas voir. Surtout une grand-mère qui a déjà mangé la dot. Et à compter donc, c'est-à-dire qu'à son actif, qu'elle a mangé la dot de sa petite fille. Ça lui a ouvert les yeux. Et elle voit maintenant plus loin. Et compter encore à son actif, parce que vous savez, c'est très intéressant ce qu'elle dit là, que ce qu'une grand-mère assise voit, sa petite fille qui veut se marier ne voit pas. Ouais. Donc essayez un peu d'imaginer combien de types la grand-mère a essayé. Vous savez que des types, elle voulait un ministre. Donc vous pouvez imaginer, vous savez que les efforts que la grand-mère a fait à travers la République pour obtenir un ministre, voilà. Elle ne l'a pas eu. Elle n'a pas eu un directeur général non plus. Et elle n'a pas eu un de ces nombreux commerçants au Cameroun qui veut nous faire manger du poulet congelé. Alors là, elle essaye de se rattraper chez sa petite fille sans refuser la dot. Parce que un tien, tu as vaut mieux que deux. Ce qui est curieux, deux, tu auras. Ce qui est curieux, c'est qu'elle consomme la dot. Ça, c'est pas un grand-mère. Avant de mettre ses réserves et tout. Non, ça, c'est pas un grand-mère. Parce que il y a une sagesse à chaque âge. À chaque âge, il y a une sagesse. Et la symbolique des cheveux blancs, c'est la symbolique de la lumière. C'est-à-dire que quand les cheveux blancs poussent sur votre tête, on suppose que c'est l'excès de lumière qu'il y a à l'intérieur de votre cerveau qui jaillit à l'extérieur et blanchit donc vos cheveux qui perdent donc en termes d'obscurité, parce que le noir étant donc le symbole, comme d'autres ont voulu nous donner de l'obscurité, la lumière qui est dans votre cerveau commence à jaillir à l'extérieur. Ça fait que quand on voit les cheveux blancs, on s'incline. Mais les cheveux blancs qui exigent à une fille, elle est marabout, elle est charlatan, elle est nécromancienne pour lire les avenirs. Et le gars que je vois là, vraiment, ce n'est pas un bon choix. Il n'a pas d'avenir. Tu es Dieu, grand-mère. Non, ça, c'est pas un grand-mère. C'est pas une grand-mère. Vous n'avez pas changé son âge. Non, elle est grand-mère de par son âge, mais elle n'est pas grand-mère. Elle manque vraiment de sagesse de grand-mère. Parce qu'une grand-mère ne peut pas, après avoir consommé la dot comme je ne peux pas l'appeler beau-fils, c'est pas comme elle est la grand-mère. Puisqu'il s'est fait escroquer par une femme cupide. Donc, non, elle ne joue pas franc jeu. Il faut être sérieux, elle ne joue pas franc jeu. Il y a un proverbe également, s'il faut suivre François Mbesse dans sa cosmogonie avec les ancêtres. Il y a également un proverbe qui dit que si tu n'aimes pas la Houssa, il ne faut pas le mettre avec tous ses colliers. Il ne faut pas prendre ses colliers.
C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre les colliers et détester l'homme à ours. Ça, c'est pas bien. Donc, après avoir consommé la dot de sa petite fille, elle a lu dans la boule de cristal que ce gars n'a pas d'avenir. Et elle estime que sa petite fille ne pouvait pas épouser ce dernier. Je pense qu'on doit... C'est une mauvaise grand-mère, s'il faut l'appeler ainsi. Elle est mauvaise. Elle ne veut même pas le bonheur de sa fille parce que si sa fille aime... si sa fille aime son mari, elle devrait plutôt encourager cette relation que de passer voie dont elle veut passer pour détruire cette relation que Dieu est en train de vouloir unir. Voilà, c'est ma proposition. Oui. La maître. Ah oui, je crois que... elle demande conseil. Qui demande conseil? La jeune fille. Elle veut savoir ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que avec ce que les précédents orateurs ont déjà proposé là, c'est pas une grand-mère sérieuse. Et je voudrais vraiment aussi opposer un autre adage ou alors une autre sagesse africaine qui dit que c'est pas l'âge l'âge n'est pas synonyme de sagesse. C'est pas parce que quelqu'un est âgé qu'il est forcément sage. Il y a des hommes âgés, il y a des gens âgés idiots. Comme vous voyez par exemple Cupide et autres qui n'ont pas la sagesse. Mais vous verrez des hommes jeunes comme François, mais qui a quand même des valeurs de sagesse. On dirait que c'est un ancien du village. Ouais, donc, c'est pas forcément avoir les cheveux blancs. Parfois, même ces cheveux blancs-là, c'est même parce qu'on a touché à des interdits et que ça oui, c'est la ville blanche. Donc, vous comprenez que... Donc, en fait, pour ma part, c'est pas compréhensible qu'une maman ça se fait demande... dans les salons de coiffure, hein, vous savez. Les teintures blanches. C'est pas compréhensible qu'une maman, une grand-mère demande à sa fille de chercher seulement des ministres et autres. Et c'est ça le drame aujourd'hui, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de voir comment des gens sont obnubilés par les richesses, par l'exubérance, par la bombance, par le lucre et le luxe. C'est-à-dire tout le monde voudrait, je vais épouser un ministre, je vais épouser... Mais attends, c'est-à-dire que votre rêve, vous imaginez, vous construisez une vie et dans votre tête, vous allez vous accomplir simplement à partir d'un ministre parce que c'est ce que votre mission sur Terre, c'est ça. Épouser un ministre, épouser un directeur. Vous voyez que c'est ce genre d'éducation que une grand-mère donne à sa petite fille. Vous voyez, c'est ce type d'éducation. On a envie de s'interroger sur l'éducation même, la moralité même de la famille, puisque c'est elle qui élève cette fille. Et je suis convaincu qu'elle lui demande, elle a mangé la dot de quelqu'un, elle a mangé, et elle lui dit n'épouse pas la personne, cherche plutôt un ministre, celui-ci est pauvre. Vous voyez, c'est même la jeune fille en question, elle n'a même pas demandé des conseils, elle doit, ne serait-ce que par rapport à son intégrité morale, aller vers la personne qui est venue donner à manger. Si elle n'aimait pas ce monsieur, elle n'allait pas demander que ce monsieur vienne donner, verser de la dot à sa famille. Elle ne va pas venir aujourd'hui dire que je suis embarrassée, ma grand-mère me demande de chercher Elle-même n'est pas sérieuse. Si elle vient poser ce genre de problème, ça veut dire que quelque part, elle est en train d'hésiter. Elle est même déjà un peu, elle veut déjà lâcher le gars et se dit, mais est-ce que ma grand-mère n'a pas tort que je suis le genre des ministres? Mais c'est qui vous a dit que c'est le ministre qui est vraiment... C'est avec lui qu'on peut s'accomplir. Donc pour ma part, c'est une famille qui est d'une mauvaise moralité. La grand-mère en commençant, même la jeune fille qui vient demander conseil, elle ne devrait pas, elle aurait compris que si elle a pris la dot, on a versé la dot, mais elle se met avec ce monsieur, sinon rembourser. J'ai envie de savoir que disent les parents de la fille. Ils sont décédés. C'est la grand-mère qui s'occupe. C'est une grand-mère androïde. Et je dis que... Et on rembourse. Il rembourse tout simplement, puisqu'on doit... Quand vous ne... La dot est remboursable. On appelle ça de l'initiation à la prostitution. Claire. C'est-à-dire que ce que la grand-mère fait là, c'est de l'initiation à la prostitution. Et je peux vous garantir qu'elle-même, dans son CV... Dans le CV de la grand-mère, il y a des exploits qui sont... À la recherche d'un grand... Là, voilà donc qui croupit là en train de... Ce qu'elle n'a pas réussi, elle souhaite que sa fille, si elle peut réussir. La grand-mère a eu un mari quand même. Ça ne veut rien dire qu'il faut aller épouser un ministre.
C'est un décret où on peut, c'est-à-dire que te nommer aujourd'hui, on te révoque demain. Et en fait, il n'y a qu'au Cameroun qu'on veut épouser les ministres. Parce que si vous étiez dans des pays comme la Suède où les ministres vont au travail à vélo, vous ne voudrez pas les épouser. Mais c'est parce que vous savez ici que on est dans une société où les ministres volent, ils font comme ça, ainsi de suite, que vous voulez épouser des ministres. Mais qu'est-ce que vous appelez épouser un ministre? Des gens au Cameroun qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs propres épouses. Moi, et peut-être même... Moi, je laisse même la grand-mère, je dis au ministre que vous voyez les choses que vous créez donc maintenant dehors, parce qu'aujourd'hui, que les gens ne veulent que vous. Et donc, je dis à toutes les filles camerounaises, que les bonnes grèves, les bonnes revendications, c'est que vous alliez habiter chez les ministres là. Que comme il y en a 60, vous choisissez la maison de chaque ministre, vous partez là-bas même 200. Vous habitez là-bas, donc on va revenir à les Mongo Faya. Tous les ministres du Cameroun deviennent donc Mongo Faya. Oui, et vous aurez le titre d'épouse des ministres. Nous, on ne vous gère même plus comme on dit au quartier. Bon, vraiment, moi, là où je suis là, je ne m'arrête plus. Non, ça va, c'est bon. Allez épouser les ministres. Mais c'est quoi ces affaires que même jusqu'au grand-mère, même jusqu'au grand-mère, sorti de la pauvreté. Si toi-même, tu étais une bonne maman, tu aurais sorti ton enfant de la pauvreté mentale. On peut épouser l'ancien ministre. Eh bien, Audrey va nous faire sortir de cette histoire, vous qui l'avez un peu approché, cette dame. Les ministres prennent donc toutes les femmes. C'est ce que les ministres de ce pays veulent. François. C'est ce que les ministres de ce pays veulent. Vous avez quoi contre les ministres? Parce que on vous comprend. 10 voitures, 15 voitures. Je vous comprends, je vous comprends. 100 maisons. Je comprends votre colère à l'égard des ministres. Audrey Ngopom, vous avez la parole pour sortir de là. C'est à ces parents-là qui se comportent comme cette grand-mère. Il faut respecter vos âges. On ne se rattrape pas sur son enfant. Et quand bien même on veut se rattraper, on booste son enfant à réussir dans la vie. Si vous voulez sortir de la pauvreté, il y a plusieurs manières de le faire. Demandez à votre petite fille de savoir se battre dans la vie. Et que vous ne comptez que sur elle. Pas de cette manière-là. Ce n'est pas un homme qui viendra vous faire sortir de la pauvreté. Cette grand-mère est malhonnête, elle est cupide, elle est même gourmande. Parce qu'elle pourra peut-être annuler ce premier mariage, mais un deuxième viendra et celui-là ne sera pas ministre, elle prendra encore une fois de plus la dot et pour revenir sortir sa carte de ministre. Vous aussi, vous avez été jeune. Le poste de ministre ne vient pas d'être créé. Donc à votre époque, il y avait les ministres. Vous aurez bien pu vous prendre un ministre et faire votre vie avec. Si vous n'avez pas réussi, faites de votre petite fille un ministre. Laissez les enfants des autres. Enseignez de bonnes valeurs à vos enfants. Cette grand-mère n'est pas la seule. Il y a des parents en longueur de journée qui rappellent à leur fille, tu dois m'apporter un ministre. C'est toi qui vas changer ma vie. C'est toi qui vas mettre le goudron là-bas dans la chambre et cimenter les routes. C'est toi qui vas me faire X, Y. Parce que tu vas te marier avec telle personne. Qu'est-ce que votre fille en elle-même apporte à la société? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous faire sortir de la misère, de la pauvreté? Elle d'elle-même. Pas que l'enfant de quelqu'un d'autre a fini de souffrir, elle passe à gripper et après peut-être elle a droit aux avantages. Qu'est-ce qu'elle-même elle fait? Apprenez à vos enfants à être productives, à vos filles. Arrêtez de compter sur les enfants des autres. Ces ministres, ils ont aussi leurs parents, ils ont leurs frères, ils ont leurs sœurs. Ça veut dire que pour ces parents, elles envoient leurs filles en mariage avec le corps, c'est-à-dire bien bâti. Une bonne femme bâtit son foyer. Ce n'est pas une bonne bâtie qui va faire je ne sais pas de quoi son foyer. Non. Apprenez à être productive. Apprenez à vos enfants à se battre d'eux-mêmes. Si vous avez échoué dans vos jeunesses, laissez. C'est bon. Le temps est passé. N'hypothéquez pas la vie de vos enfants. Voilà donc une qui
Qu'est-ce qui vous dit que ce n'était pas l'homme que Dieu avait choisi pour votre petite fille? Vous voulez gâter le mariage. Demain, après-demain, est-ce qu'elle sera toujours dans la maison avec vous? Vous serez la première à l'insulter en lui disant que à ton âge, tu es toujours dans la maison, tes égaux sont en mariage là-bas, en oubliant que c'est vous la cause de son malheur. Apprenez à respecter vos âges, chers parents, chers grands-mères. Si ça n'a pas donné à votre époque, laissez les gens. Merci beaucoup, Audrey Ngopong, pour l'histoire, pour le Ndjapap. Merci. Une grande femme. On espère que vous avez suivi et que vous pouvez en tirer des leçons. Quant à nous, nous poursuivons ce programme avec le focus. C'est après cette légère transition. Bien, retour dans ce studio, le focus c'est celui d'hier. Nous braquons nos projecteurs sur un phénomène qui sévit dans les grandes capitales africaines, c'est l'exode rural, ce départ massif des jeunes des villages ou de l'arrière-pays vers les grandes métropoles, des jeunes qui embrassent des métiers informels et qui parfois se lancent à la débauche une fois en ville. La déroute des jeunes est constatée. Et on peut s'interroger sur ce phénomène. Nous avons déjà, chers chroniqueurs, abordé les causes, quelles pouvaient être les causes de ce départ. On a épluché un certain nombre de causes potentielles. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on essaie un peu de voir ensemble que peut être fait par les États du Cameroun pour mettre fin à ce mouvement massif, à ce mouvement qui consiste à vider les villages de leurs ressources humaines pour les villes qui n'ont pas assez d'espace pour accueillir les jeunes, du moins pour ce qui est des villes africaines comme Yaoundé et Douala. On voit très bien qu'il y a saturation, on voit très bien que des jeunes en ville ne parviennent pas toujours à s'en sortir, à atteindre leurs résultats escomptés. Et pourtant, les villages sont vierges, les villages sont vides, vidés de leurs ressources humaines et les villages restent sous-développés. Comment donc faire pour sortir de là? On va donner la parole à François Besseux pour la première prise de parole sur ce focus. Oui, je l'ai dit hier et je le réitère et je dis aux gens, prenez-moi suffisamment au sérieux quand je dis que les hommes politiques sont à l'origine des départs massifs des populations des villages vers les villes parce que la mauvaise redistribution des fruits de la croissance qui fait en sorte qu'il y ait certaines personnes qui deviennent riches au détriment des autres finit donc par convaincre les autres qu'il faut trouver un moyen de se débrouiller autrement. Je dis, les sociétés africaines sont des sociétés essentiellement communautaires. Et le mot commun, c'est comme d'un côté et un de l'autre. Ça veut dire comme un. Et c'est pour ça qu'on dit en Afrique, l'union fait la force. C'est plusieurs uns qui font la force. Quand c'est commun, et que vous prenez ce qui est commun pour vous, vous affaiblissez les autres et vous finirez par vous affaiblir vous-même. Donc, puisque nous sommes aux solutions, je pense pertinemment que nous pouvons faire en sorte que ce que les gens vont chercher en ville viennent les retrouver au village. Comment est-ce que cela est possible? Je redis encore, l'être humain est constitué de 3 muscles principaux. Vous voulez croire ou vous ne voulez pas croire, ça ne dépend pas de vous. Lorsque vous vous levez le matin, vous dites au nom du Père et vous touchez votre front. Pourquoi vous touchez votre front? Parce qu'à l'intérieur du front se trouve le cerveau. C'est pour ça que la main sait qu'il faut toucher le front parce que c'est de là que viennent les idées. Ensuite, cette main touche le cœur. Ça veut dire qu'il faut prendre l'idée qui vient du cerveau pour l'amener dans le cœur. Pourquoi? Parce que la vie vient du cœur. Le courage, le cœur a l'ouvrage. Le courage, la vie vient du cœur. Et c'est le lieu ici d'interpeller les gens. Que d'une manière ou d'une autre, vous finirez par mourir. Et quand vous mourrez, vous laisserez tout ce que vous êtes
approprié. Mais rassurez-vous, parce qu'en Afrique, on dit il a fait un homme. Ça veut dire qu'il s'en va, mais il a laissé quelqu'un qui est comme lui. Donc, pour que les jeunes arrêtent de venir en ville, il faut quand même constater qu'au village, il y a des terres. Et ces terres, ça veut dire que chaque famille au village, aussi pauvre soit-elle, dispose quand même d'une parcelle de terre. Ça, c'est le minimum. Des parcelles de terre. Des parcelles de terre. Il faut constater qu'au village, il existe des cours d'eau. Il faut constater qu'au village, il y a du bois. Donc, en réalité, si l'État apportait les moyens pour faire des jeunes qui sont au village, des actionnaires d'un certain nombre d'activités. Ça veut dire qu'on prend les terres à tel, on prend les terres à tel, on obtient un champ comme la CDC, l'État a une partie de capital et les jeunes ont aussi leur terre comme capital, tout le monde serait développé. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On voudrait que quand on va arriver au village, on va prendre toutes les terres et on va donner à une tierce personne. Eh bien, je partage en fait l'idée selon laquelle les élites sont coupables de quelque chose dans ce phénomène. Parce qu'on a le sentiment que même lorsque les élites investissent dans les villages, même quand ils veulent construire, vous allez vous rendre compte que la main-d'œuvre vient de la ville. Ils vont prendre des techniciens de la ville, des maçons de la ville, ils vont les loger dans les villages pour construire. Pourtant, dans le village, il y a des maçons. Et du coup, le villageois, lui, il se dit qu'il faut être en ville pour être intéressant. Il faut être en ville pour être coopté, il faut être en ville, même s'il faut impacter le village. Quand on parle de la ville, on est beaucoup plus considéré. Et puis, dans les villages, si vous avez bien observé, les villages camerounais, on donne même à des réunions, même dans des réunions familiales, même dans des réunions publiques, vous vous rendez compte que des gens qui viennent de la ville ont plus de paroles, de temps de parole, ils ont plus de respect. Vous êtes le commissionnaire, c'est voilà. vous qui partez au terme acheter le vin au terme de la communion. Pour ce qui est de la diaspora, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont beaucoup plus considérés. Et même des jeunes filles du village ne rêvent même plus d'épouser les jeunes garçons du village. Le rêve, c'est d'avoir un jeune homme qui vient de Yaoundé, qui vient de Douala. Les filles de Yaoundé veulent épouser les gars de Paris et de New York. Vous veulent épouser les ministres. Non, je pense qu'on a déjà, on a dit l'essentiel. Comment sortir dans de là? On doit interpeller ces élites-là qui viennent polluer, je vais le dire ainsi, nos villages, parce que ils font croire à la haute hiérarchie, comme je l'ai dit hier, qui sont la toute-puissance dans leurs différents villages et au détriment des jeunes qui veulent également évoluer. Et je dis non. Je veux m'adresser également aux maires des localités dans des villages parce que chaque arrondissement a ce qu'on appelle un nombre de villages déterminé. Ils ne doivent pas faire en sorte que s'ils doivent donner qu'on suit ceci dans un village, il laisse un village. Il ne doit pas faire une politique de 2 poids 2 mesures. Les villages se valent parce que ce sont les mêmes jeunes qui sont dans X village et l'autre qui vous ont voté pour que vous soyez à la tête de la mairie. Les maires ont un rôle à jouer. Vous allez arriver dans des localités GSK, vous allez voir un gigantesque hôtel de ville qui n'a pas sa place alors que les jeunes ont besoin d'air de jeu. Il n'y a même pas de stade. Mais vous allez voir dans une brousse sinistre qui n'a même pas de route, mais vous voyez un gigantesque hôtel de ville. Les populations n'ont pas besoin de cet hôtel de ville. Les populations ont besoin des aires de jeu. Les populations ont besoin que les mecs créent des plantations qui vont leur permettre... Voilà, qui vont leur permettre de gérer... qui va leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Mais les maires ont tendance à négliger ça et je pense que c'est l'une des choses qui pousse également à cet exode rural-là des jeunes du village vers la ville. Au-delà, hier on parlait de la décentralisation. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans un processus de décentralisation. La décentralisation n'est pas encore effective dans notre pays et on ne doit pas encore pour l'instant frapper la main sur les membres des conseils régionaux et présidents des conseils régionaux parce qu'ils n'ont pas encore les coups de frange pour pouvoir implémenter cette décentralisation. On n'a pas fait vous parler comme ces hommes politiques que François tout le temps interpelle ici.
Ces gens ont été élus depuis combien de temps? Vous dites qu'ils n'ont rien à faire. Non, Ambroise Owono. C'est un processus, c'est un processus. Permettez-moi de m'inscrire en faux contre votre regard. Vous savez, au Cameroun, tout est processus. Hein. Tout est processus au Cameroun. C'est un grand mot, en fait. Un mot qu'on utilise pour expliquer la léthargie, un mot qu'on utilise pour expliquer la loisiveté. Tout est processus. On vous demande un audit, le processus est enclenché. Donc, on est en train de suivre le processus, l'audit arrivera, le rapport arrivera. Vraiment, ces gens ont déjà du travail, Ambroise. Ils ont déjà du travail qu'ils travaillent. Ils n'attendent pas. Ils n'ont même pas encore un siège. Ils ont besoin. Comment est-ce qu'ils vont travailler sans siège? Le travail même consiste à trouver le siège. Donc, ils n'ont pas d'abord un siège, donc ils n'ont pas encore. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore. Ils ont déjà un mandat. Ils ont un mandat. Alors, ils ont un mandat, c'est vrai, ils ont été installés. Je vous ai dit que c'est un processus. C'est un processus. Salaire ou pas? Bah, je ne sais pas s'ils perçoivent déjà leur salaire, mais il faudrait, s'il y a déjà ne serait-ce que le siège, même si on va voir à partir de là le siège. Le maire de Koumba, que je salue ici, avant même d'être installé, dès qu'il avait déjà été voté, a commencé à travailler pour la ville de Koumba et tout le monde l'a vu. Il y a même encore un contentieux à la Cour suprême concernant son élection, mais il travaille. Il faut démontrer la fougue, la volonté. Et je vous avais dit quelque chose, créer les plantations communales, enfin créer des emplois au niveau du village, c'est une solution. Mais il faut déjà enclencher l'initiative. Il faut même déjà susciter auprès de l'élite. Vous pouvez commencer par un plaidoyer auprès de l'élite. Comme le maire de Koumba me le disait, il ira jusqu'à la diaspora, il marchera parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes venant de Koumba, en Allemagne, en Suède, un peu partout. Il ira là-bas les chercher pour que les gars viennent construire la ville de Koumba ensemble et qu'ils puissent contribuer à la paix. Il y a déjà du travail à faire. Et je pense que les maires, comme vous l'avez dit, il faut le souligner d'un trait, sont responsables du retour des jeunes dont on parlera prochainement, le retour des ressources humaines dans les villages, tout comme on peut parler du retour de la diaspora au Cameroun. Il faut déjà l'envisager. Audrey Gopom. Comment sortir de ce départ massif des jeunes pour les villes? Moi, je dirais qu'il faut déjà qu'on enlève de leur mentalité le fait qu'on ne réussit que lorsqu'on est en ville. Lorsque les gens qui sont en ville ont faim, ils comptent sur vous. Parce que si la production, si vous croisez les bras de ce côté-là, on ne pourra pas manger. Donc, en fait, c'est grâce à vous que les gens sont en ville. Moi, j'ai un problème avec des acteurs politiques. Je pense qu'ils devraient jouer un très grand rôle pour le développement de leur commune. Si au moins un ministre, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités, les postes administratifs ne viennent pas d'être créés. Ça existe depuis. Si chaque élite, si les élites de chaque localité se réunissaient ensemble afin de réaliser quelque chose, je pense qu'il y aurait beaucoup de localités au Cameroun qui seront déjà développées. Mais ces personnes-là déjà restent en ville, se disent qu'elles finiront en ville. Mais rassurez-vous, même le jour de votre mort, lorsque vos collègues viendront vous accompagner, on parlera de vous. Donc c'est le village d'Ambroise. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Tout un ministre de l'eau et de l'énergie dans son village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Donc c'est le village du ministre des Travaux publics. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Vous n'aurez rien fait de votre vie. Si au moins, lorsque vous êtes en fonction, vous développez votre localité, au moins même votre arrondissement, et 2 villages, peut-être l'arrondissement de votre épouse, ça allait aider le Cameroun. Parce que tout l'argent que vous volez là, ça ne nous sert à rien. On ne voit pas où ça part. On dit, parfois, on a construit un hôtel, ça n'aide pas vos localités. Et c'est pour ça que les gens sont toujours en train de penser que le bonheur, c'est en ville. Non. Si dans nos villages, il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau, il y avait des routes, rassurez-vous, ces gens-là n'allaient jamais envier. C'est qu'il y a des personnes qui n'allaient jamais vouloir mettre leurs pieds en ville. En Europe, ça justement, c'est parce qu'il manque ces éléments de base. Là. Il n'y a pas de route, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est le minimum. Si toutes les localités du Cameroun avaient des routes, avaient de l'eau et de la lumière,
Il y a des gens qui n'allaient jamais vouloir se retrouver dans des grandes villes comme peut-être Bafoussam, Douala, Yaoundé, Kribi. Non, elles allaient rester, ces personnes allaient rester dans leur village. Donc, développer ces petites localités-là qu'on considère comme petites localités, alors que c'est grâce à elles qu'on mange ici en ville. Et c'est même à cause de ces villageois-là que... Villageois, pas pour insulter, les gens qui vivent en ville sont des villageois. C'est à cause d'eux-mêmes qu'on ne développe pas leur localité. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se révolter. Si vous savez que c'est vous qui produisez le cacao pour le Cameroun, pour le compte du Cameroun, bloquez. C'est-à-dire que ça devient un échange. On vous fait la route, on vous construit une route, un hôpital, deux écoles pour recommencer avec la production du cacao. Au cas contraire, vous allez vendre les petites quantités, ne produisez plus beaucoup, vous allez aussi rester comme ça. Les Corsairs qui vont récupérer. Non, non, non. Les élites vont vous taxer d'opposants. Il n'y a pas de problème, mais c'est à votre bénéfice. Je connais une élite ministre qui est allé dans un village lorsqu'il y avait campagne, je ne sais pas, présidentielle. Il a dit: celui qui vote l'opposition mérite d'être tué. Je me souviens, je peux faire taire le nom. Il a dit ça comme ça, haute voix publique. Que ici, c'est le bastion imprenable. Il y a la lumière dans cette localité. Il y a la lumière. Il y a de l'eau. Il y a... Arrêtez. Il y a d'abord un mauvais casting avant qu'Ahmed ne prenne la parole. Il y a un mauvais casting au niveau des chefs des exécutifs communaux parce qu'ils ont leur langage. Bastion imprenable 2. Bastion imprenable. On impose à toute la population d'être membre du RDPC et à partir de là, on choisit celui qu'on estime être l'enfant de course qu'on place à la tête d'une localité qui ne connaît même pas les rouages des collectivités territoriales décentralisées. Quand il arrive à la tête d'une mairie, il ne sait même pas ce qu'il a à faire. Il ne peut pas... Il est le garçon de course des élites. Il est le garçon de course des élites. Pour le récompenser, on le met à la tête de la mairie. Et c'est ce qui se passe. Ce qui fait que... Leur week-end au village. Automatiquement, quand parfois celui-là va venir au village, on réserve une bonne petite là, avec laquelle l'élite va venir passer son week-end, etc. Pour le récompenser donc, lorsqu'il y a élection municipale, on le met là, sans véritable casting préalable. Alors qu'un maire normal devait baisser de son entregent, aller dans ministère par ministère pour que sa localité soit développée. Il doit aller au ministère de l'eau et de l'énergie. Dis au ministre que je suis maire de Monatélé. Je suis maire de Kola, je suis maire de Ligue Informant. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de ceci pour que ma localité soit développée. J'ai besoin de... Il part, il va au ministère des Travaux publics. Il dit que j'ai seulement besoin de reprofilage des routes. Oui, il en est capable. Mais quand on place quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'il est venu faire à la tête d'une mairie, ça devient donc cette débandade totale et les jeunes se retrouvent... Vous chutez rapidement. Je chutais en disant aux gens du village là. Arrêtez de voter des gens qui ne vous apportent rien. Ici, arrêtez de voter des gens qui ne vous apportent rien. L'homme politique, c'est un menteur. Il sait ce qu'il veut. Il est là pour avoir le pouvoir. Il s'en fout de vos problèmes de santé, épanouissement, développement. Ce n'est pas son problème. Arrêtez de voter des gens qui ne vous apportent pas le développement. La dernière prise de parole, c'est Ahmed. Vous avez assez de temps pour... Vous avez pris beaucoup de notes. Non, pas des notes. En fait, on est tous dans la dynamique d'apporter des réponses pour résoudre ce problème d'exode rural. Je crois qu'il faut revenir à la base. 18 janvier 1996, la constitution du Cameroun, c'est écrit en noir et blanc. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. C'est là la base. Qu'est-ce qu'on entend par État unitaire décentralisé? Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez rien. Ça veut dire qu'il y a un État central et plusieurs, entre guillemets, États le processus, c'est donc... Ça, c'est pour expliquer. Vous n'avez pas besoin de venir à Yaoundé pour venir faire signer un document. C'est ce que ça veut dire, justement. Vous me permettez? Oui, allez-y, voilà. La parole, monsieur. Vous vous rendrez compte que c'est en 2019, lors du grand dialogue national, qu'on a encore suscité, vous vous rendez compte que toutes les commissions étaient unanimes sur un point. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de jeunes oisifs, que des gens ne se retrouvent plus dans la forêt à prendre des arbres, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire et on peut facilement les enrôler.
dans les groupes armés, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont oisifs. Pour éviter cela, implémenter la décentralisation. Le président de la République a compris. Et vous verrez qu'il y a une autre loi. Après là, on a arrêté les histoires de vote. Il n'y avait plus de nomination des délégués des gouvernements. C'était devenu le vote du maire pour dire que maintenant, c'est les communautés, c'est les villes elles-mêmes qui décident de qui les dirige, donc qui choisit les populations. Les populations. Voilà comment on fait d'abord les super-maires. Ensuite, il y a la loi du 24 décembre 2019 qui parle effectivement des collectivités, du Code général des collectivités décentralisées. Et qui met en place certaines institutions qui pourra venir implémenter dans cette décentralisation, notamment les régions. Je vous assure, mon cher, si l'on avait, comme il parlait, le maire va aller voir le ministre ceci, non, le maire ne fait pas ça. Si la décentralisation est effective, simplement il y aura le transfert les ressources. Donc on n'a pas besoin, c'est la seule solution. Si ça arrive qu'on transfère, ça fait qu'il y aura et le départ. Le maire n'ira pas commander permettez-moi. Donc il y aura le type de la route, le monsieur, permettez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Vous aurez donc tous ces représentants des départements ministériels dans les localités. C'est pourquoi on parle que le maire sera plus puissant. Et vous avez vu que dans le Code général de décentralisation, on parle d'un transfert de minimum 15% jusqu'en 2000, au moins jusqu'en 2025, 15%. C'est depuis 2000. 15% du budget. Bien sûr, nationalité. Ouais, vraiment, monsieur. C'est d'abord les principes qu'il évoque. Nous sommes tous au courant de ces principes. Mais c'est quand il n'y a pas d'implémentation de ces 15%. Voilà pour le King qui est mort, il a toujours réclamé ces 15% jusqu'à présent, il n'a pas eu. Vous avez déjà beaucoup parlé. Ce qui m'embête, c'est que je suggère suggère que vous puissiez lire. Lisez les textes, ça vous permettra à un moment donné de comprendre certains mécanismes. Je vous répète, le maire ne peut pas se lever et venir voir le ministre qui dit que je n'ai pas de route, viens faire la route. Non, le maire ne peut pas le faire. C'est encadré. Ça fait que même quand vous allez à l'Assemblée nationale pour défendre un budget, il y a des lignes. C'est-à-dire chaque ministère a une ligne. Vous dites exactement ce que vous allez faire. Et on regarde en fonction des ressources de l'État qui sont notamment la douane, les impôts et le pétrole. Vous comprenez, la douane, les impôts et le pétrole. Est-ce que vous savez qu'il est arrivé qu'on revoit le budget de l'État à la baisse? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait véritablement pas des moyens. On peut dire 5 000 milliards. Après, plus tard, on se rend compte que les ressources qui pouvaient générer cela ne sont pas, ou alors les activités qui pouvaient générer cela ne sont pas actives ou actives. C'est pourquoi on revoit le budget. Donc, nous pour avons ma encore part, 2 minutes. Oui, pour ma part, je veux vraiment avoir ne me couper plus. Oui. Qu'on applique seulement, si on applique la décentralisation, je vous assure, tout, puisque le maire, c'est lui qui va gérer maintenant, s'il n'y a pas de route, c'est lui. S'il n'y a pas de courant, s'il y a un responsable, c'est la fonction publique locale. Tous ces ministères sont représentés donc là-bas. Même en termes de recrutement, quand on parle de la fonction publique, ça veut dire que même les gens qu'il faut recruter pour ça, c'est d'abord les ressortissants de cette localité. Il faut prendre des enseignants à essayer. On prend d'abord François, que de prendre quelqu'un qui sera à Maroua, qui peut venir enseigner à essayer. Qui ne connaît pas l'environnement. François, par contre, peut se retrouver à essayer en attendant que son salaire ne soit pas retrouvé un an, un temps où il dort. Voilà l'esprit de la descente. Si on le fait et si on l'implémente, mon très cher JSK, je suis convaincu. Nous n'aurons pas de place en ville. On va tous refaire vraiment, c'est clair, nous allons tous rentrer puisqu'on ne sait pas ce qu'on viendra encore. On aura tout chez nous. On aura tout chez nous. Bon, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas écouté. Oui, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas écouté. C'est la fin. Hein. Ça, c'est la fin. Il parle de l'implémentation de la décentralisation. Je dis bien oui. Si la décentralisation est implémentée, tout ce que Ahmed vient de dire
sera visible dans des villages. Mais je parle du moment où rien n'est encore fait. Oui. On doit mettre en place. Je vous dis que bien avant, s'il vous plaît. On est dans les solutions. Je commence à vous comprendre. On est dans les solutions. Je vous ai dit que dans le contexte actuel, le maire peut se bouger davantage. Oui, le maire va d'abord bouger. Voilà. Le maire. Et ça s'appuie sur quelle loi? Attends, s'il vous plaît. Le maire n'a pas le droit. Voilà ce que je dis. Il a la liberté de chercher les moyens, les ressources. Le maire a la liberté. Je veux lui ajouter dans son argumentaire. Vous n'êtes pas opposé, hein? Moi, j'ai pas. On n'est pas opposé. Je ne veux pas qu'on parle qu'on est opposé. Dans le Code général de la décentralisation, il y a un élément très important qui permet désormais aux responsables, c'est-à-dire aux maires et autres, de pouvoir contracter, de chercher des partenaires et d'engager, par exemple, des travaux d'envergure. Et lorsque tu as un maire qui ne comprend pas ça, la localité sera comment? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, monsieur le maire. Il y a des maires. Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas implémenter la décentralisation. Il y a des maires qui sont positionnés alors qu'ils n'ont pas la maîtrise. Qui n'ont pas la maîtrise des textes. Du développement décentralisé, de la coopération décentralisée. Vous évoquez. Ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils peuvent se former. Ils peuvent se former. Sur le profil de ceux qui dirigent. Tout à fait. Il y a des cabinets qui forment. Et si on a des maires qui ont de bons profils, on peut donc développer le village et les jeunes partiront de moins en moins chercher le sésame en ville. Ils resteront au village pour essayer de développer leur village. Moi, je voudrais tirer mon chapeau au comité de développement de Bambi, mon village, parce que ce que j'ai vu là-bas est formidable. Je suis allé avec un ami de Londres et il était abasourdi par le développement qui est engagé là-bas. Vous avez des hôpitaux intégrés ou bien entretenus par les élites. N'oubliez pas que c'est vous qui avez dit ici que les jeunes de Bambi regardent à distance Bafoussam la 18 et oui, bien sûr, on encourage. La nuit, ça a changé. Il y a un comité de développement qui est mis en place. Si c'est dans la réunion, ne regarde plus. Les jeunes de Bambi ne sont pas. Ne regarde plus Bafoussam. Voilà. Maintenant, merci d'expliquer à Ahmed de quoi je parle. Donc, je dis félicitations à ce comité de développement. Il faut davantage des comités de développement dans les régions qui sont un peu indépendantes de la politique, qui se retirent un peu de la politique. C'est très important. Avec chaque village, si chacun de nous ici pouvait initier un comité de développement dans son village, hein, il y aurait, en dehors de la ligne politique, j'allais dire le circuit politique du développement, il y a des circuits non politiques. La société civile, par exemple, par lesquels on peut avoir un puits d'eau, on peut avoir une aide ici, mais les gens ne le savent pas. C'est à vous les élites, c'est à nous les élites, à ceux qui ont un peu plus de lumière, qui sont un peu plus édifiés sur la question, n'est-ce pas, d'initier ces choses et de rentrer dans leur village. Il faut dire qu'il y a les maires, pour ajouter, il y a les maires qui sont chargés de donner les puits dans des villages, eux-mêmes gagnent encore leurs propres marchés. Ils ont des entreprises et ils sont méga les propres marchés. Ce sont les mauvais exemples. Ce sont les mauvais exemples. Tout à fait, on ne parle pas de mauvais. Merci beaucoup, merci. La ville attire, mais la ville aussi est dangereuse. Parfois, elle est saturée. Elle est difficile pour des jeunes. Pourtant, les villages sont encore vierges, ont besoin des ressources. Alors, tout notre vœu, notre souhait, c'est que les jeunes au village se mettent au travail pour embellir, développer leur environnement et que ceux qui sont en ville à ne rien faire songent à rentrer dans leur village pour apporter un coup de pouce. Si vous prenez 1000 bensikineurs ici et vous leur donnez des terres au village avec des moyens, je crois qu'ils vivraient mieux qu'en faisant le bensikin, la moto-taxi en ville où ils sont exposés à tout. Merci, chers chroniqueurs, merci, chers influenceurs. Merci à tous, merci Audrey, merci Ambroise, merci François, merci Ahmed, merci à toute l'équipe de production, merci à vous qui nous regardez à la maison, à travers également notre page Facebook. Je vous rappelle que désormais, le signal est de retour dans le réseau digital et vous pouvez sur le marché trouver le décodeur MP4 ou la marque Digisat pour avoir au 469 la chaîne B-News One, le tam-tam du continent. Dans un instant, juste après, vous aurez droit à la tranche d'information et puis le grand rendez-vous du soir avec Ernest Obama, c'est Obama Time. Au revoir.
rêvez de vous déplacer en toute sécurité et dans le confort